Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je vais répondre, on va faire ça protocolairement, je vais répondre d'abord au maire, c'est normal. Il me donne aujourd'hui cette médaille. On va optimiser, c'est ça. On va optimiser, donc ça marche qu'à moitié, c'est pas grave, sinon on parle sans, hein, c'est pas grave aussi, on sait faire. Donc, aujourd'hui, il me fait l'honneur déjà de me donner cette médaille en attendant que le conseil municipal statue. C'est le deuxième maire qui me fait le coup. Le deuxième. Je vais vous le dire qui c'était le premier. Le premier me l'a dit un jour de juin en 1999, non, en 2002, m'a dit voilà, ce soir, le conseil municipal va se réunir et je vais proposer que tu aies la médaille de la ville, que tu sois fait citoyen d'honneur de la ville, parce que tu le mérites bien et que tu deviens aujourd'hui un habitant de cette ville. Cette ville s'appelle Villeneuve-les-Maglones et j'étais devenu habitant de cette ville parce que c'était le siège de la prison où j'étais incarcéré. Et le maire m'avait accompagné, ceint de son écharpe, jusqu'à la porte d'entrée de la prison, ce qui était quand même pas mal. Et j'ai reçu en prison ensuite le document officiel de la commune avec le tampon de la mairie, comme quoi j'étais citoyen d'honneur. J'ai montré ça évidemment à mes co-détenus, mais aussi surtout aux surveillants qui étaient habitants de la commune. Et tout le monde était absolument ravi. Et je crois que ça m'a donné un traitement particulier à l'intérieur de cette honorable maison. Voilà. Ça, c'est pour l'anecdote. Maintenant, sur le fond. Il y a quelques mois, quand j'étais venu, on avait discuté de comment renforcer ce combat. Comment faire en sorte que la légitimité de cette résistance puisse encore augmenter. Je vois que maintenant il y a une salle de réunion qui s'est mise en place. Je ne crois pas qu'un permis de construire a été déposé, mais c'est légitime puisque c'est pour le bien commun. De la même manière, tout à l'heure on va marcher et puis on va aller dans le bois, juste à côté du moulin, là où doit passer le grand viaduc. Et là, il va y avoir des tentes. Et puis, il y a des gens qui vont camper. Et il y a des gens qui vont s'installer, peut-être, qui vont à tour de rôle venir pour tenir ce terrain. Et je crois que c'est très important. Parce que ça montre que ce combat, c'est pas simplement un combat qu'on mène le dimanche, mais qu'on mène toute la semaine et tous les jours et tous les mois. Vous l'avez montré pendant l'hiver, à travers les marches que vous avez fait dimanche après dimanche, dans des jours où il ne faisait pas forcément très beau comme aujourd'hui, et où le temps était plutôt difficile. Et vous l'avez fait. Et là, bien, c'est une étape supplémentaire qui est en train d'être franchie. Et cette étape, eh bien, elle a déjà interpellé avant même d'avoir commencé. Puisque ce matin, j'étais en contact avec Nicolas Hulot. Et je lui ai dit, écoute, ce soir, moi, je campe. Je campe, je suis au GCO, on va camper dans une commune et on va être ici pour dire on ne peut pas continuer ce projet. Alors je lui dis, écoute, Nicolas, les choses sont assez simples. Ici, les gens ont la tête dure. Je suis déjà venu. Ils ne vont pas baisser les bras. Ils ne vont pas s'arrêter. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que ce projet embête, intoxique et occupe l'ensemble des pensées. Ça ne peut pas durer encore pendant 10 ans. C'est pas possible. Alors, celle qui t'a précédé, à qui tu as rendu hommage quand tu es devenu ministre, Ségolène Royal.
Eh bien, on est arrivé, grâce à la mobilisation, à faire arrêter le projet de barrage de Sivens. Il faut quand même s'en rappeler. On est arrivé, grâce à la mobilisation, déjà à faire une première étape avec elle pour avoir une remise à plat du dossier de Notre-Dame-des-Landes. Une nouvelle. Vous avez vu que depuis que Nicolas Hulot a été nommé ministre, eh bien, 3 nouvelles personnes sont amenées à remettre à plat le dossier. Et c'est le début, effectivement, de la fin du projet Notre-Dame-des-Landes. Mais ça ne sera la fin que si les gens restent mobilisés sur place. Et personne ne va partir tant que le projet ne sera pas définitivement abandonné. Alors j'ai dit à Nicolas Hulot, les choses sont simples. Ici, c'est la même chose. On ne peut pas continuer ce projet. Alors, je sais que ça va être difficile, face aux pressions de Vinci, de dire d'un trait de plume, j'arrête le projet. Et je lui ai dit, on demande, et je te demande, de remettre à plat le dossier, comme tu es en train de le faire pour Notre-Dame-des-Landes, eh bien, il faut le faire pour le grand contournement. Il faut le faire. Alors qu'il est son cabinet à l'ensemble des éléments par rapport au grand contournement, et j'espère eh bien qu'il va tenir la parole qu'il m'a donnée, c'est-à-dire de remettre à plat totalement ce projet de grand contournement. Alors, pourquoi je suis aujourd'hui confiant par rapport à cette parole? Mais pour une raison très simple, c'est qu'elle est en cohérence avec ce qui est en train de se passer au niveau européen. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse, lu, entendu, je pensais que Karima allait en parler, mais le 31 mai dernier, le président de la Commission, M. Juncker, a annoncé un grand plan sur les transports. Et qu'est-ce qu'il dit dans son projet qu'on va amender au niveau européen, au niveau du Parlement, pour l'améliorer, pour lui donner une véritable contenu, mais il nous reparle de la nécessité de faire payer les pollueurs, de faire payer les constructeurs, et de faire en sorte que les transports eh bien, soient taxés sur la durée, sur les kilométrages qu'ils font. Ça veut dire quoi? C'est que ce pourquoi on s'est battu, eh bien, est en train d'être repris. Alors il va falloir lui mettre un contenu. Mais on est en train d'aller jusqu'à là où on voulait aller. À partir du moment où la Commission européenne, avec les États, avec le Parlement européen, engage ce processus, à quoi sert le grand contournement? À quoi sert le grand contournement? Puisque, théoriquement, si les transports, les camions, les autobus, etc., doivent payer en fonction de la distance qu'ils font, alors pourquoi venir ici alors qu'ils paieront la même chose de l'autre côté du Rhin sur une autoroute qui existe déjà? À quoi ça sert? Donc, la justification du grand contournement pour les camions ne tient plus la route depuis le 31 mai, depuis le discours de M. Juncker. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir qu'on se batte, et c'est pour ça qu'heureusement que Karima est la présidente de la Commission de transport au Parlement européen, parce que ce qui va se passer, c'est que on va voter au niveau européen cette orientation, mais cette orientation, elle va devoir s'appliquer pays par pays. C'est pays par pays que cela va s'appliquer. Le principe est européen, mais c'est au pays qu'il sera tenu de le mettre en œuvre.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec Karima, vous allez très rapidement aller au ministère des Transports qui est sous l'égide de Nicolas Hulot pour faire des propositions sur la taxation et pour reparler du GCO. Il faut que vous soyez partie prenante parce que vous, en Alsace, vous avez été les premiers à dire on ne peut pas laisser les camions circuler sans taxer la pollution en fonction de la distance qu'ils parcourent. Alors vous êtes légitime là aussi. Et c'est pour ces deux raisons, à la fois l'engagement de Nicolas Hulot, mais aussi ce qui vient de se passer au niveau européen, qui est quand même une grande première, parce que ce texte qui va être mis en débat, c'est une révision d'un texte très ancien, puisqu'il datait de 1999. Donc on est au moment, aujourd'hui, où plus personne ne peut faire comme si la question des transports de camions sur les routes européennes n'était pas un problème majeur de santé, à la fois pour les questions d'air, mais aussi pour les questions environnementales. Et plus on augmente aujourd'hui les autoroutes, et bien plus on détruit de terres agricoles. L'un ne va pas sans l'autre. Les routes, elles ne sont pas hors sol, comme ça. Donc, effectivement, c'est un enjeu global. Donc ce soir, je suis très content d'être là pour dire, on nous fait aujourd'hui des promesses. Le ministre dit, je vais regarder de près et je vais voir comment on peut remettre à plat. La commission nous dit, on va taxer. Tout ça va très bien. Sauf que pour l'instant, le grand contournement n'est pas abandonné. Et tant qu'il ne sera pas abandonné, eh bien, moi je serai avec vous pour tenir sur le terrain et je m'engage. Et je m'engage, si vous le souhaitez, participer à des événements tous les mois quand je viens au Parlement européen. Donc, comme je l'ai déjà dit, à Schiltigheim, où je m'occupe de défendre des espaces naturels qui veulent être détruits pour en faire du béton, j'aurais dit, moi je suis là-bas une semaine par mois. Je suis un habitant épisodique mais régulier depuis 8 ans de Schiltigheim. Mais je suis aussi un habitant de l'Alsace. Et donc en tant qu'habitant de l'Alsace, eh bien je suis aussi légitime pour participer à vos côtés, d'autant plus que je suis maintenant, enfin bientôt, citoyen d'honneur de la commune, et que donc avec ça, eh bien j'ai un passeport. J'ai un passeport. Et si la police veut me contrôler, je sors ma médaille. Et cette médaille, effectivement, elle vaut beaucoup plus que n'importe quel petit ruban rouge qu'on peut se mettre. Il y a trop de gens malfamés qui l'ont reçu. Et en même temps, je crois qu'effectivement, on mérite mieux que ça. Parce que nous, on est unis. On a la joie avec nous. Et quand on a la joie, on est sûr de pouvoir gagner. Je vous remercie.